Et pour débuter cette émission, nous accueillons Vincent et Yoko au 3921. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Oui, Bonsoir. 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 Bonsoir Olivier, vous nous recevez bien quand même Oui, ou oui, c'est oui, bon? je vous reçois 5 sur 5. Bon, bah, c'est parfait, D'où nous super. appelez-vous, Vincent et Yoko? Bah, c'est moi qui vais prendre le lead parce que Yoko est japonaise, donc son français est un peu moins bien, mais j'espère D'accord. qu'elle interviendra. Il faut que je la laisse parler. Elle est, Ben elle est à oui, oui, oui. l'étage là-haut, donc bon. Il faudra qu'elle parle, Donc nous, on Yoko. vous appelle enfin, on est à Dolomieu. Dolomieu, c'est Nord-Isère, vers Bourgoin-Jallieu. Oui, d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez toujours une belle équipe de rugby ou ça a baissé un peu de niveau? Ah, j'ai Bourgoin-Jallieu, cru ça me dit comprendre quelque qu'ils... chose. Non, mais ils sont beaux, hein. Oui, tout le monde dans le coin les aime bien, mais je sais pas où ils en sont. Je sais pas trop suivi, je suis désolé. D'accord, ça va un peu Mais mieux, oui, me c'est dit très Florian, rugby dans le coin. qui est rugbyman, hein, Oui. qui est un espoir du rugby français et qui le suit de très très près. Donc, Ah, d'accord. et il me dit que Bourgoin-Jallieu remonte un petit peu. Mais Ah, ça a été un peu la d'accord. galère, me dit-il. Bon. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous amène, Vincent et Yoko? Dites-moi. Alors, oui, donc ce qui nous amène, c'est l'histoire de notre fils Romain qu'on tient à raconter. Oui, Parce que bien sûr, c'est l'histoire de Romain, notre histoire, mais je pense que ça peut être, enfin, je le souhaite à personne, mais c'est une histoire qui peut intéresser tout le monde, et surtout, je la souhaite qu'elle arrive à personne. C'est pour ça qu'on veut vous la raconter. Romain, il est décédé en septembre, le 10 septembre 2021. oui, Et ça faisait 6 mois qu'il était sous antidépresseur de type ISRS, paroxétine. Et on pense, si vous voulez, donc suite aux recherches qu'on a faites, on a discuté avec des médecins, enfin on a fait pas mal de recherches. Au bout d'un an, un peu plus maintenant, on est assez convaincu que c'est le médicament qui a causé le décès. Alors on n'est pas 100% affirmatif, mais au vu de ce qu'on a appris, on en est presque, enfin, pratiquement convaincu, quoi. Voilà. Donc, on tient à donner ce témoignage, voilà, que les gens apprennent. Voilà. alors, on va reprendre les choses depuis le début, si vous le voulez bien, hein, Vincent. Euh, Mais je vous en prie. comment était Romain, en fait? Quel garçon était-il? Alors, Romain, il était avant de passer sous traitement antidépresseur. Donc ça s'est effectué en mars. C'était un garçon. Alors avant d'avoir quelques petits problèmes, hein, on a contacté les psys parce que Romain avait quelques petits problèmes, mais c'était un garçon qui était en pleine forme physique. Je pense, enfin intelligent, hein, comme Mhm. son père, qui et en fait il travaillait bien à l'école, il avait des copains, donc tout était bien dans sa vie a priori. Passionné de sport, oui. Et donc Romain a connu doucement mais sûrement des troubles du type, parce que nous on a compris comme étant des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Oui, Et c'est lui qui, on a vu les choses arriver doucement, c'est un petit peu pernicieux, mais disons qu'en novembre 2020, décembre 2020, la situation est devenue difficile et c'est lui qui nous en a parlé. Enfin, on le voyait, mais c'est lui qui a demandé de l'aide. Donc il était très volontaire, il était assez conscient des problèmes qu'il rencontrait et il était capable d'en parler, il nous disait des idées intrusives et puis il avait ces espèces de rites qui s'étaient fixés, qui sont devenus complètement invalidants, quoi, obsessionnels. Enfin, il répétait ça assez souvent. Donc c'était surtout lié, enfin les plus visibles, c'était lié à l'alimentation. Euh, c'est quelqu'un qui était donc sportif, qui soignait son corps un peu comme les ados. Il faisait beaucoup de musculation et puis il avait commencé à sélectionner donc ce qu'il voulait manger, mais c'était devenu complètement délirant, quoi. Et puis il se fixait par exemple, bref, il y a tout un tas de petites choses. Il buvait pas de l'eau, il voulait recracher. Enfin bon, bref, donc ça allait pas. Et c'était difficile pour nous parce qu'on comprenait rien du tout. Même si vous voulez à la maison, quoi, ça posait tout un tas de tracas et pour lui c'était invalide. Donc on a mis un petit peu enfin, on a discuté
mais mes parents ont vu Romain, avec qui ils ont discuté aussi, et on s'est dit bon bah il faut contacter quelqu'un à l'extérieur, donc service psychiatrie, psychologie, etc. Voilà. Donc ça c'était, on a mis ça en décembre. On a d'abord contacté le service public. C'est difficile en fait hein, de trouver des services de psychiatrie pour les gamins. Et on a eu une première, on a eu un premier contact donc avec des services publics, donc sur la Tour du Pin. Ça s'est pas très très bien passé dans le sens où c'était un service pour adultes, mais ils ont accepté de prendre Romain. Et tout de suite, on a senti, enfin dès le premier interview, que les infirmières voulaient pas communiquer avec nous, mais d'abord avec Romain. D'accord. Et, bon, ok, d'accord. Et bon, enfin bref, ça a eu aucun effet sur 2 mois après. Donc il a été d'abord reçu par des infirmières qui l'ont interviewé pendant 1 heure 3 quarts, et moi j'ai vu les infirmières un quart d'heure après, et j'ai vraiment senti qu'il y avait un problème. Bon, mais enfin bref, c'est comme ça. Donc nous, on n'avait aucun feedback, et on voyait aucune amélioration pour Romain. Hein. Donc ensuite, on a vu, au bout de 2 mois, on a vu un psy, c'est-à-dire que les deux infirmières étaient censées interviewer Romain, faire un dossier et le présenter à un psychiatre. Et quand le psy nous a vus, en fait, il nous a reçu 30 secondes, il n'avait pas lu le dossier du tout. Et il a dit, bah moi, en gros, les tocs, j'y crois pas. Bon, bref, d'accord. Donc, Les tocs, je n'y crois pas. oui, enfin, bref, je crois pas aux tocs. Bref. Et puis, et donc, le CNPA donc, nous avait conseillé, après, une thérapie familiale qu'on a suivie. Donc, on a gardé, si vous voulez, le CNPA, on a commencé une thérapie familiale, et on est allé chercher de l'aide à un psy privé. Mhm. Et le psy privé, dès qu'il a vu Romain, il a dit, donc ça c'est le 3 mars, donc 3 mars 2021, le gars a dit, en gros, il a vu Romain un quart d'heure, on était là, et il a dit, c'est grave Romain, en gros, faut prendre des médicaments, donc tu vas prendre des médicaments. Et c'est comme ça qu'on a commencé donc la paroxétine. Voilà. Alors ça a été un changement. C'était peut-être la plus grosse connerie qu'on ait faite, c'était d'aller voir un psy privé. Ça, je tiens à le dire. Hein. Et donc du coup, si vous voulez, on avait deux psychiatres qui s'occupaient de Romain, un qui nous disait bah non, il n'y a rien, d'une certaine façon, pas la peine de prendre les médocs, et l'autre qui nous dit c'est grave, prenez les médocs. Ben, on a pris l'option d'écouter ce nouveau psychiatre, et on est parti là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que certainement le médicament a eu des effets. Dans un premier temps, on va dire bénéfiques, puisque au bout de donc on est parti sur 10 milligrammes qui sont montés à 20 milligrammes de paroxétine par jour. Hein. Et donc il a monté doucement les doses jusqu'à 30 milligrammes. Et Romain, avec ce psychiatre là, donc il voyait le psy en gros tous les 15 jours Oui. sur des séances qui duraient un quart d'heure, 20 minutes max. Hein. Je peux même vous donner le prix, c'était 120 balles ou 130 euros. Et voilà, donc il a réussi quand même avec ce psychiatre donc à combattre ces tocs. Il se faisait une liste de tocs à éradiquer. Et on a vu, Romain a réussi à abandonner ces tocs alimentaires, notamment ceux qui étaient les plus visibles. Oui. Voilà, donc on s'est dit, ouais, chouette, super, vive la chimie, c'est bien, ça marche. Et je dirais que pour moi, en tout cas, Yoko, t'interviens si mais pour moi, si le problème était, je pensais que le problème était résolu, on va dire fin avril début mai, où Romain commençait à manger normalement. Mais Alors, curieusement, si vous voulez, j'aimerais vous interrompre à ce moment-là et j'aimerais ouais, entendre Yoko, justement, bien là-dessus. sûr, allez, vas-y Euh, Yoko, s'il te plaît. Yoko, est-ce que vous aviez le même ressenti, vous, en tant que maman? Parce que je sais que nous, les pères, on est généralement un peu plus optimistes. Est-ce que vous, lorsque Romain s'est mis à remanger, est-ce que vous partagiez le même optimisme que votre mari? Oui, oui, que tout à fait le même mon sentiment, c'était D'accord, ça. Mm. d'accord. Ça Ouais. vous a rassuré, en fait, qu'il se remette à manger sans faire ses obsessions, donc? Si, oui, c'était ça dès le début, oui. On a pensé un peu, oui, c'était un miracle.
C'était un Oui. miracle. D'accord. Oui, on a pensé un peu, oui, quand même, oui. Ça c'était, oui. Oui. Mmh. Vincent, en combien de temps s'est-il remis à manger, Romain? Oh bah, c'est redevenu, on va dire, au bout d'un mois et demi, on a vu des progrès conséquents, quoi. Hein, donc du coup, on peut dire. Enfin bon, moi je connais pas la théorie du psychiatre, mais je pense qu'il avait donné, il s'en a expliqué, il avait donné le médicament pour abaisser le niveau d'anxiété. Oui, Et bon, enfin bon, c'est des choses qui font passer tout ce type de. Bon, personne ne sait exactement comment il marche les antidépresseurs, mais en tout cas, toujours est-il que ça a aidé. Bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu d'autres choses arriver. Euh, C'est-à-dire que il a eu des comportements qui sont devenus détachés. Il a perdu d'intérêt pour les choses pour lesquelles il avait de l'intérêt. c'est-à-dire? Euh, Explique-moi. et ben, par exemple, il adorait le foot. Il a pu pratiquement du jour au lendemain, Ah oui? il Ah s'est oui? détaché du foot. Et Ah voilà. oui. Euh, et aussi, il a commencé à avoir, il a commencé, on voyait qu'il était gêné. Il était constamment, disons, en souffrance, fatigué, etc. Il est devenu doucement mais sûrement irritable. Oui. Ça, c'était une des choses. Et puis, il a eu aussi des premiers moments de violence aussi. C'est-à-dire que, bon, une fois, il avait été violent, mais avec sa mère, mais c'était pas. Enfin, bon, bref, ça, on était excusé, etc. Ça, c'était avant le Médoc. Mais là, il avait des crises. Il se mettait vraiment en colère pour des trucs. Assez incroyable. Alors je peux pas tout vous raconter les détails parce qu'on a consigné tout ça, on a fait un gros travail si vous voulez. Donc je vais en oublier. Mais en gros c'est ça, de l'irritabilité et puis des crises de violence. Et Yoko, tu me disais aussi, parce que moi j'étais pas trop là, je bossais pas mal à ce moment-là, mais pour moi c'était réglé. C'est Yoko qui a vu ça. Et Yoko, tu disais, il avait aussi énormément du mal à se lever. Il était tout le temps crevé, hein, le gamin, Oui, c'est ça? les médicaments l'abrutissaient peut-être un peu, non? Oui, alors il y a eu un peu de ça, mais ça on l'a vu encore arriver après, parce que donc on voit que c'était pas super, c'était surtout Yoko qui avait un œil sur lui, et on a recontacté le psy, et le 8 juin il a réaugmenté la dose. D'accord. Donc il y avait la proximité du bac de français aussi qui était un peu problématique pour Romain, Oui. et le psy a augmenté la dose à 40 milligrammes donc le 8 juin. Et là, alors là, ça a été encore autre chose. Là, il est devenu encore plus détaché, encore plus, enfin, ouf. Il a réussi à passer son bac de français comme il le pouvait. Enfin, c'était vraiment critique. Mmh. Et bah là, on a vu donc des crises de violence, toujours l'irritabilité, ça s'améliorait pas. Après son bac de français, il a au mois de juillet, pendant les vacances, on lui a foutu la paix, mais il était complètement inversé. Son cycle de sommeil, il dormait la journée. Mais bon, quand il fait beau à 3-4 heures de l'après-midi, que vous dormez, vous êtes cloîtré dans votre chambre, c'est pas normal, si vous voulez. Donc on voyait que c'était pas bien. Euh, et donc finalement, on revoit le psy en fin juillet. Là-dessus, il met un deuxième médicament. Donc on est monté à 40 mg de paroxétine, ça ne marchait pas du tout. Il met un deuxième médicament qui s'appelle le tertian. Qui est très fort. Et en fait, Qui est c'était très fort, censé. hein, le tertian. Bah, la paroxétine, c'est pas mal aussi, hein. Donc, faut nommer les entreprises qui fabriquent ces merveilleux médicaments. C'est GSK pour la paroxétine et c'est Sanofi pour le tertian. Donc, on a aussi interrogé GSK et Sanofi dernièrement. Et donc, voilà, de toute façon, il demande, donc ça c'est fin juillet, le psy demande à revoir Romain une semaine après pour s'assurer que tout va bien avec ses nouveaux médicaments. Et après, le psy, on l'a pas vu en août. Je pense que son cabinet était fermé, donc on l'a pas ressollicité en août et on l'a ressollicité qu'après. Et il a revu Romain donc une semaine après, et c'est là que en fait enfin à partir du moment où il a eu le tertian aussi, là c'est devenu complètement délirant. C'est-à-dire que le mois d'août, ça a été un véritable calvaire. Il a commencé à avoir des troubles de l'humeur qu'on avait déjà vu apparaître un petit peu avant, si vous voulez. Mais là, c'est devenu manifeste. Donc, à un moment, bon, il y a eu plein d'épisodes, mais un des moments les plus frappants, c'est qu'il avait décidé de partir en vacances tout seul.
Il avait une carte bancaire qu'on lui avait qu'on lui avait donnée, donc il avait un peu d'argent là-dessus. Il s'est dit bon, ben moi je veux partir en vacances, je veux aller dans le sud de la France. Alors c'était le 7 août, c'était un samedi après-midi. Il nous a fait des pieds et des mains pour partir en Ouais, vacances. ouais. Ça avait aucun sens, si vous voulez. Donc il s'est mis à faire d'internet comme ça pour trouver un lieu de villégiature. Enfin bref. Mais finalement, on a vu que ça allait pas du tout et que ça avait aucun sens. Et c'est mon père qui a décidé de partir avec lui en voiture et s'occuper de lui pendant une semaine. Donc ils ont fait leur périple pendant une semaine. Et quand il est revenu le 15 août, là, il a eu une crise très grave. On l'a retrouvé complètement assis dans la douche, le regard à l'infini. Il pouvait plus parler. On a eu du mal à le faire parler, donc à un moment on a réussi par un subterfuge à le faire lever. Il a pris son tertian et il a pu recommencer à parler. Et donc je lui ai demandé mais qu'est-ce qui t'arrive, Romain? Est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? Il me dit non, non, je comprends rien à ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai marre de cette vie de merde. Moi, Ben oui. on ne comprenait pas. Il venait de faire une semaine de vacances dans des villas à 4 millions sur la Côte d'Azur. Enfin, c'était magnifique. Bon, on n'a pas compris. Enfin bon, c'était ça. Aussi, il a commencé à jouer. Et voilà. Là, et ça, ce qu'on a interprété, on l'a pas vu tout de suite, mais ça, c'était de la désinhibition, si vous voulez. Il a joué au paris sportif, etc. Mhm. Des trucs, il était capable de casser 200 euros en achetant des trucs de paris sportifs. Après, il a eu des comportements à risque aussi. La désinhibition, on l'a vu parce que, par exemple, il s'est mis à prendre, quand le 7 août à Lyon, là, à la sortie de chez son psy, il s'est perdu à Lyon. Le téléphone ne marchait plus, et il a pris le métro sans ticket, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Il a pris le train sans ticket aussi. Euh, donc dans la désinhibition, par exemple, il a eu des crises de violence, il avait fracassé son téléphone, ça devait être fin août. Et il a vu le téléphone. Bah, ça le gênait pas. Il demandait aux gens leur téléphone, quoi. C'est un truc qu'il aurait jamais fait. Et d'ailleurs, à propos, je vous donne les détails parce que s'ils me viennent comme ça, à propos de sa crise de violence, quand il avait fracassé son téléphone, c'était dans sa chambre. Il était descendu me voir. Après, c'était une belle journée. Il me dit, papa, faut que tu prennes soin de moi. Je comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Donc, vous voyez un petit Mon peu, Dieu. voilà, c'était. Donc ça n'a rien à voir avec les tocs, ça. C'est pas des choses. Enfin, moi, j'en suis convaincu maintenant. Et par exemple aussi, comportement à risque, il avait perdu le vertige, il était très trouillard, Romain, enfin il avait le vertige, hein. Moi Oui. aussi je pense que j'ai le vertige. Il n'avait plus le vertige. Euh, donc une fois, sa grand-mère elle a amené comme ça un truc d'acrobranche, etc. Il faisait le truc le plus dur, enfin il volait quoi. Donc, c'est incroyable. Pour lui c'était incroyable, et surtout ce jour-là aussi, il s'était mis à traverser un lac à la nage. Et en fait, il a été récupéré par un pédalo qui l'a ramené. Et autrement, il pouvait pas venir. Donc des comportements dangereux, quoi. Voilà. Donc tout ça. Mais surtout, ce qui était le plus dangereux, c'était cet aspect, on va dire, trouble de l'humeur cyclotimique. Il avait des ups et downs, quoi. Donc ça, on le voyait, avec des crises des fois de violence, et puis 5 minutes après, il redevenait complètement normal. Donc, on n'avait pas le psy qui est sous la main. Donc, le 15 août, ça s'était mal passé. Je vous avais dit, hein, il était dans sa douche, là, assis par terre, à regarder à l'infini. Et donc, comme on n'avait pas le psy sous la main, on est allé voir le médecin généraliste, laquelle a regardé la médication. On dit, ah, mais ce médicament, non, ça va pas. Et elle a écrit une lettre au psy. Elle a essayé de lui téléphoner. Bon, il était pas là. Donc, on avait cette lettre. Et en gros, on m'a expliqué donc ce qui se passait, hein, cet aspect cyclotimique, on va dire, plus de comportement désinhibé, mais on n'avait pas le mot désinhibition à la bouche à ce moment-là, on n'avait pas compris ça. Et puis, elle dit, vous voyez, si ça se passe pas bien, moi je vais en vacances, vous avez le 15, et puis Romain, tu prends 2 gouttes de tertiaire en plus si ça va pas, et puis voilà quoi. Autrement, vous verrez avec votre psy. Alors, elle lui a demandé aussi s'il était suicidaire, le gamin. Il a dit non, bon, pas suicidaire, non. Donc, bon, rentrez chez vous, et puis moi je vais en vacances, ok. Puis comme ça se passait pas bien, de toute façon, on a fini par aller voir les urgences le 15. On a fait le 15 et puis on a été reçu service de nuit par une petite jeune qui a rien compris, qui a regardé les médocs, qui a dit bon ok Romain, c'est pas bien Romain, il faut te lever le matin, il faut faire ci, faire ça, mais bon moi je pensais que peut-être il fallait l'amener à l'hôpital parce c'était problématique.
Non, non, bah tu reprends ton tiers-séance si ça va pas, et puis faut bien écouter ce que papa, maman disent, et lève-toi le matin. Voilà, bon, puis rentrez chez vous, monsieur, dame. Donc ça, c'était l'urgence psychiatrique qui avait répondu présent. Donc on a eu deux médecins qui finalement nous avaient dit, bon, bah, si ça se passe pas bien, vous verrez avec le psy, en attendant, prenez 2 gouttes de tertian, et puis terminé. Bon, Romain fait sa rentrée des... Je suis un peu long, hein, mais Non, 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 c'est mais comme ça. Donc c'est, Romain fait sa rentrée des classes début septembre. Donc se passe jeudi, vendredi. Ça se passe très très bien. Enfin, ça se passe très très bien dans le sens où il avait énormément de mal à se lever le matin. Donc il faut qu'il prenne un train pour aller à son école. Et là, il a pris son train les 2 journées. Il avait préparé sa rentrée. Il était motivé. Il voulait faire bien. Et, bon, une partie de son anxiété était aussi peut-être due au fait qu'il voulait bien réussir à l'école. Mais là, ça a bien marché. Le samedi, super. Il travaille même ses mathématiques avec moi. Alors moi, je suis mathématicien. J'étais super content. Mon gamin qui vient me voir, papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord, super. Et le dimanche, grosse catastrophe. Le gamin, il n'arrive pas à se lever. Il est dans un état lamentable. Et voilà, donc on se dit, merde, ça va pas. Donc on voulait absolument voir le psy, de toute façon, pour lui narrer tout ce que j'ai essayé de vous raconter. Donc on les appelle le 6 au matin, et on est reçu le 7 à Lyon par le psy, où on raconte tout ça, quoi. Sur ce, le gars, il nous écoute d'une oreille, il était inquiet quand même, et il nous dit, bon, d'accord. Alors moi je posais la question, hein, voilà, est-ce qu'il faut l'arrêter, il faut arrêter l'école, parce qu'on commençait il se levait plus le matin. Lundi, mardi, c'était une catastrophe. Mardi, quand on est allé à Lyon, on l'a retrouvé au milieu de campagne sur la route, on l'a amené à la gare pour l'amener au train. Donc ça allait pas du tout. Mais si nous, on n'a jamais senti le risque de suicide là-dessus. On était peut-être complètement inconscient. On voyait que ça allait pas. Et puis, mais les toubibs nous ont pas dit non, il y a un risque. On n'était pas au courant non plus que ce médicament il créait des risques de suicide. Donc on voit le psy le mardi. Et bon, il nous pose la question, Romain est suicidaire? Bah non, il avait répondu à l'autre toubib que non, pas qu'on sache. Bon, bah d'accord. On lui demande, il faut arrêter l'école. Non, non. Est-ce qu'il prend bien ses médocs? Oui. Bon, bah écoutez, et puis donc il a lu la lettre de l'autre toubib, du généraliste, qui disait qu'en fait, il fallait changer la médication. Il dit, bon, ok, d'accord. Alors ils avaient rendez-vous, on avait pris rendez-vous avec le psy pour Romain de longue date le vendredi 10, et sur ce, le psy nous dit, bah écoutez, moi je le vois vendredi, on va changer la médication, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, il ira à l'école, etc. Alors cette phrase-là, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, eh ben on vous y a l'avez beaucoup cru. entendu? On l'a entendu surtout ce jour-là, donc le mardi. Et en gros, Romain s'est tué le vendredi. Le jour où il avait rendez-vous avec le psy, en sortant de l'école, où il a passé une belle journée avec ses potes, hein, tous les potes ont dit, bah non, il était bien, un gamin, il jouait dans la gare. Et puis tout d'un coup, il s'est levé calmement, comme nous ont raconté, en fait, que nous a raconté l'adjudante de la Verpillière, de la gendarmerie de la Verpillière, qui avait analysé les bandes d'enregistrement de la gare. En fait, il s'est levé calmement. 5 minutes avant, il jouait avec tout le monde, avec ses potes, il rigolait. Et puis à un moment, il s'est levé. Et il s'est mis devant le train qui arrivait. Il est descendu doucement, calmement. Il s'est mis devant le train et c'était fini. Voilà. Et alors, il y a juste le mercredi et jeudi ont été absolument horribles. On a eu mercredi après-midi Romain qui était chez nous. Là, il a passé son mercredi en gros à faire la brasse coulée dans la piscine. Il était complètement désinhibé. Et donc je suis allé le voir pour lui dire bon comment ça va, les médocs, ton psy, tu sais, on a discuté. En gros, je voulais voir un peu si on essayait de continuer l'école ou pas, parce que c'était pas possible. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas du tout discuter avec lui. Le gamin, il était complètement à 10 000 mètres. Enfin, c'était pas possible. Il était Et comment là? Il vous entendait? Il paraissait vous entendre? Ou il manifestait une non-envie de communiquer, de vous parler? c'était pas une non-envie de communiquer. Il faisait la brasse coulée. Il en avait rien à foutre de ce que je lui disais. Oui. C'était oui, oui. Alors je lui dis, dis donc, on a discuté avec ton psy. Et je lui dis, et les médocs? Ah ouais, ouais, les médocs, ouais, ouais. Et il aimait bien ces médocs, hein, Romain. Parce que, ben, évidemment, ça avait un effet sur lui. Et voilà, quoi. Et je me suis aperçu, mais je peux pas lui parler. Alors que, bon, je veux dire, en début de sa thérapie, quand on faisait la thérapie familiale, le Romain, il était volontaire, il racontait ses histoires, etc. Et là, rien à foutre de rien, quoi.
Bon, il y a plein d'autres trucs, hein. Je veux dire, il s'est mis à piquer le vélo du voisin. Un jour, il a besoin d'un vélo, il piquait le vélo du voisin, quoi. Oui, Cette semaine-là, c'était incroyable. Enfin, bon, des trucs qu'il n'aurait jamais fait, hein. Si mon gosse faisait ça, bon, mais lui, il le faisait jamais. Donc c'était bien un comportement complètement normal. Et puis le jeudi, il était complètement démoli le soir, au retour de l'école. Et il a décidé de... Donc j'ai appelé mes grands-parents parce qu'ils s'entendent bien avec lui. Bon, on a constaté que ça allait pas du tout. Et puis les grands-parents ont dit, bon allez Romain, tu viens dormir chez nous. Et puis il est parti, c'était la dernière fois que je le voyais, quoi. Voilà. Voilà. Et puis alors en fait, le jour de son décès, Yoko devait le récupérer à la gare. Donc Yoko était présente à la gare quand il s'est tué. Mais elle l'a pas vu. Elle l'a perdu, elle l'a pas vu. Donc voilà, ça c'est l'histoire qui est arrivée donc avec ce Alors, médicament. voilà. Et c'était important que vous nous Ah la bah faut vous racontiez. raconter tous Hein, pour que. tous les petits détails. C'est Voilà. long, je suis désolé, mais au moins elle est vraiment détaillée et puis vous voyez ce qui s'est passé, quoi. Non, mais ce soir, il n'y a pas de longueur. Ne vous inquiétez pas, on est là pour évoquer la vie, hein, de Romain, et puis pour Mhm. évoquer l'action que vous avez engagée en justice, au pénal, Oui, parce que c'est important. Je disais tout à l'heure au début de cette émission que cette libre antenne était le relais de la parole des anonymes, celles et ceux qu'on n'entend jamais parce qu'on ne leur donne pas la parole, parce que les espaces de oui, liberté de parole sont rares. Donc, il faut que vous nous disiez ce soir pourquoi vous avez engagé cette action, parce que vous réclamez tout à fait. justice. Donc, Alors, par alors rapport à Olivier, Romain, dites-moi. d'accord, ok. Alors, avant de vous dire ça, il y a deux choses que je veux dire. D'abord, je veux vous remercier parce que effectivement, vous nous donnez la parole, ce qui n'est pas facile. On a été, alors il y a quelques journalistes qu'on a pu contacter, et puis il y a des journalistes qui nous ont écoutés, qui ont dit non, non, ça on peut pas le passer, on le passera pas. Enfin, Et ils nous l'ont pas pourquoi? dit, mais on le Et sait. pourquoi? On va pas stipuler là-dessus, les choses changeront. Parce que de toute D'accord. façon, on a raison, on se fera entendre. Mais c'est comme ça, c'est tout. Le pourquoi, c'est une bonne question. Pourquoi? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de pourquoi qui se posent. Mais on va les évoquer avec vous. Donc, un grand merci d'évoquer ce thème en fait des antidépresseurs ISSRS et le suicide parce que c'est quelque chose de très très sensible et je dirais même presque politique. Donc, un grand merci à vous. Je vous en prie. Ça, c'est première chose. Notons que nous avons parlé il y a à peine 10 jours du laboratoire Sanofi Ah oui, avec la dans, dépakine. avec la dépakine. Donc, Ouais, j'ai vu votre émission extraordinaire. ça Ouais. fait Ouais. beaucoup, hein, pour Oui, ça Sanofi. fait Là. beaucoup. Ça commence Oui, à faire alors pas bon, mal. oui, oui, c'est Sanofi, mais bon, il y a GSK aussi qui sont pas mal, hein. On peut revenir sur eux parce qu'il y a un très très long passif sur ce médicament. Mhm. Il y a notamment un procès aux États-Unis qu'ils ont perdu, où ils ont dû débourser 3 milliards de dollars justement sur ce médicament, sur la dangerosité et sur les suicides des gamins. Alors Donc vous pourquoi voyez que continue-t-on à donner ce médicament condamné aux États-Unis parce que, d'après ce que je comprends, beaucoup de gamins Mhm, ont perdu la vie, hein, se sont mhm, enlevés la vie, oui. et on continue de donner et donc de fabriquer ce médicament en France. Alors ça, encore une fois, c'est une question à laquelle j'ai des éléments de réponse parce qu'on y a réfléchi. La première réflexion qu'on a pu avoir, c'était d'abord est-ce qu'il y a une causalité entre le médicament et la prescription et le décès de Romain? Nous, on en est à peu près convaincus, donc on peut faire le schéma qui nous a amené à conduire ça, parce qu'on a discuté avec des médecins. Donc, première chose, on a discuté avec des médecins et on s'est aperçu que le monde médical est très divisé. C'est-à-dire que c'est un sujet tabou, la dangerosité des antidépresseurs. Voilà, et l'antidépresseur lui-même est prescrit par un généraliste comme ça. Normalement, ils le prescrivent même à des gamins. C'est hors AMM, c'est-à-dire hors régulation, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une fiche RCP, c'est résumé des caractéristiques produits, qui stipule comment la régulation, comment on doit donner ce médicament. Mais c'est la liberté du prescripteur, du médecin, de passer outre. Et dans ces cas-là, le gars, il doit prévenir le patient, l'informer des dangers possibles, etc. Enfin, ça se fait pas comme ça, bien évidemment. Nous, on n'a pas du tout été informés, hein, vous avez bien compris. Autrement, on aurait collé Romain et peut-être on lui aurait jamais donné ce médicament. Mais ça, c'est les faits. Le médicament est massivement prescrit, de plus en plus même, ce médicament, à des gamins. Ouais. Donc pourquoi Oui, alors, là, euh, je vais un petit peu extrapoler, hein, c'est de la spéculation, mais oui, on a des éléments de réponse du pourquoi. Euh,
vous avez un système de santé qui, à mon avis, est défaillant. Et il faudrait évoquer la responsabilité de tous les acteurs du système de santé. Pour les nommer, vous avez les fabricants qui font des médicaments, qui les font valider auprès d'organismes de régulation étatiques. Donc en France, c'est la HAS et la NSM. La NSM, dans le procès Mediator, ils ont été condamnés pour homicide involontaire. Donc c'est qu'il y a des problèmes. Après, vous avez bien évidemment les corporations de médecins. Vous avez des médecins, vous avez des chercheurs académiques qui sont très influents, qu'on appelle key opinion leaders, qui marchent énormément avec les labos, puisque Oui. la recherche académique est financée par les labos. Donc ce sont les labos qui font les carrières des académiques. Vous comprenez que les académiques qui vont être bien avec les labos aussi. Donc ces Donc académiques comprenez, qui vous pondent qui des... nous écoutez, que les académiques sont ceux qui vous conseillent de prendre ce médicament et qui Ils vont, écrivent des papiers voilà, académiques et ce sont des key opinion leaders, voilà, c'est-à-dire et c'est ils des vont écrire leaders des d'opinion. papiers, ils vont écrire Ouais. des papiers pour vanter ces médicaments. Oui, c'est ça. Oui, on va vous faire une étude en disant que le médicament est sûr, vous verrez jamais les données, mais on vous dit que le médicament est sûr et c'est publié dans des journaux. Oui, c'est ça. Oui. En gros, c'est le peer review, c'est ce qui justifie, si vous voulez, souvent auprès des régulateurs. Enfin, les régulateurs ont des études des fabricants, mais ils font attention aussi au peer review, revu par des pairs. Donc, ça donne argument de validité scientifique, ces articles-là. Donc ces key opinion leaders, eh bien, ils influencent leurs pairs, enfin les praticiens, bien sûr, et voilà. Et puis vous avez aussi les fabricants qui ont des représentants de commerce. Et puis derrière, en psychiatrie, parce que là c'est la psychiatrie, il y a un marché de la psychiatrie, il a été créé. C'est du service d'ailleurs. C'est pas un service enfin c'est pas c'est un système de santé, c'est un service de santé, donc il y a des gens qui ont envie, c'est les docteurs, donc voilà. Et le plus facile, c'est de prescrire du médicament à des gens qui sont souffrant de, on va dire, maladie mentale, quoi. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui marchent. Bon, maintenant, que sur le cas du médicament dont je vous parle, la paroxétine, le fabricant savait depuis 98, ça date de longtemps, que le médicament était dangereux. Donc il y a des documents internes de GSK, où donc c'est les gens de GSK qui se parlent entre eux, qui disent le médicament est vachement dangereux, dans les tests cliniques il y a des morts, et il marche pas bien, en gros, mais on va quand même essayer de le refourguer, de le faire passer à la FDA, parce que le marché des antidépresseurs est booming, il faut qu'on soit présent. Donc il y a aussi les études que GSK a faites à ce moment-là. Donc c'est des essais cliniques placebo contre médicaments où on peut, si on va fouiller dedans et qu'on regarde les narratifs des cas cliniques, on s'aperçoit très rapidement que tous les problèmes, enfin les effets Secondaire, indésirables graves, indésirable, oui. comme les comportements suicidaires, etc., n'arrivent que dans le groupe paroxétine, pas dans le groupe placebo. Et voilà, ça, si juste vous faites ça, vous regardez, vous avez compris. Bon, mais surtout, le fabricant dit lui-même que le médicament n'est pas efficace, mais surtout dangereux, quoi. Donc ça, ces documents-là sont sortis, les communications de GSK, et ça leur a valu un procès Oui. en 2012, où ils ont c'est l'État de New York, je crois, qui les a coincés, et en gros, ils ont été coincés pour fraude, dissimulation à la sécurité du médicament. Donc ça, tout le monde le sait, ils ont dû débourser de leur poche plus de 3 milliards à l'époque, ce qui était à l'époque l'amende la plus importante pour compenser un scandale sanitaire. Donc voilà, c'est connu. Maintenant, moi, mon fils, en 2021, il meurt vraisemblablement, on le suppose, à cause de la paroxétine. On est en 2021. Donc en 98, même avant 98, on savait que c'était dangereux. Oui, oui. Voilà, donc il y a effectivement problème. Vous me demandez pourquoi. Ça, c'est la deuxième phase de ce qui peut se passer en justice, comme ça s'est passé avec d'autres médicaments dont vous avez entendu parler, puisque vous êtes très au courant, Dépakine et puis Mediator notamment, mais il y en a d'autres, il y en a un paquet. Oui, Dépakine, Pourquoi Mediator. Bon, Mediator, on en a entendu parler. Oui, il y a... Dépakote Oui, aussi, pour les troubles de oui ça l'humeur. c'est Dépakine, c'est la même C'est molécule, si j'ai bien Sanofi. compris. Ouais. Ouais. Ça c'est Sanofi, ouais. Mais notez que
on prescrit encore à tire-larigot à des jeunes femmes qui seront enceintes un jour. Et il y a un combat qui est mené aujourd'hui par l'association des victimes de la dépakine, hein, donc des Oui, mères et des enfants, bien évidemment, puisque on compte ces victimes en milliers de personnes, dont, oui, dont, oui, oui, dont des enfants décédés. Euh, oui, c'est ça. c'est quelque chose, vous voulez, voilà, ça m'horrifie. Je... Ah bah, mais c'est là. Olivier, nous, si vous voulez, il y a 2 ans, avant que on ait eu cette malheureuse histoire, on croyait à la médecine, le docteur, on y allait en toute confiance, et puis s'il nous disait de prendre un médicament, ben, on le faisait. Et parce qu'on on Euh, croit nos médecins, on oui, croit. oui, et puis les médecins croient, croient beaucoup aux médicaments, je pense. Ils n'ont aucun esprit critique. Ça fait partie de la profession, hein, ça aussi. Ça, c'est, Oui. il y a un problème en vie. Mais c'est pas que ça, si vous voulez. Effectivement, nous, on a demandé à des médecins, voilà, vous avez le cas de Romain, vous avez le narratif. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous donner un avis? Bah, parmi les médecins français, on a eu donc 2 types, des gens qui faisaient du déni ou qui disent non, non, moi je crois pas que le médicament puisse causer ce type de truc, alors que finalement c'est documenté et que c'est même dans la RCP, hein, il y a le risque suicidaire enfin, il est indiqué du moins. Et tout le monde le sait dans la relation. Mais il nous dit non, non, ça peut pas être ça. Enfin, ou alors je veux pas m'en occuper surtout. Il y a eu beaucoup de choses. Non, je veux pas regarder. Me demandez pas ça. On a eu un expert canadien, donc pas français, qui lui a dit bah écoutez, moi je fais le job, je regarde, puis je vous dis ce que j'en pense. Et donc c'est quelqu'un qui intervient auprès des tribunaux américains. Hein, il a un peu passé sa carrière à ça. C'est un ancien expert qui a travaillé sur la sérotonine, donc sur les médicaments ISRS avant qu'ils sortent. Il a d'ailleurs travaillé pour Lilly, etc. Il est connu le gars. Et il nous a dit bon bah dans ce cas-là, ça fait partie du dossier. Mais il nous a dit oui, c'est le médicament qui a tué. Et chez les Français, on a dit est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un en France qui regarde le dossier de Romain et nous dise ce qu'il en pense. On a eu un professeur de CHU, et là je vais répondre peut-être par là à votre question. Pourquoi il y a encore ce médicament? Et le professeur de CHU m'a dit ok, il connaît bien David, il a dit oui, bah, David a raison, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi je veux pas m'engager politiquement dans ce truc-là. Voilà. Donc, bon, vous avez les leaders de la médecine française qui n'ont pas envie de s'engager politiquement contre le médicament. Donc, le système, Ils n'ont il pas n'a envie de pas bougé, s'engager quoi. contre le médicament parce qu'ils ont peur d'être jugés par leur père, ils ont peur d'être Je pense que le poursuivis par robinet, les... le le robinet de robinet. financement Vous devrait se m'étonnez. couper. Voilà. Ah bah il devrait se couper peu de temps après cette prise de position. Oh bah oui, alors il n'est pas le seul. Hein. On en a eu plusieurs comme ça, des gens qui sont, si vous discutez avec eux, ils sont contre le médicament, ils savent qu'il y a problème, mais ils vont pas s'engager. Vont pas s'engager. Mais Pas sur un pensons... cas comme ça, pas sur un cas en disant oui. Alors vous avez finalement un médicament on sait qu'il est dangereux, et on a des chiffres qui sont minimisés de toute façon, parce que si vous allez vraiment, vous faites un comptage vous-même des cas cliniques sur les études, vous voyez que c'est minimisé. On sait que c'est dangereux, mais au bout du compte, la NSM va dire ah ben oui, non, faut pas le faire, etc. Le praticien va le balancer à tour de bras, et vous, si vous avez un problème, eh ben tout le monde va vous dire bah non, on peut rien vous dire. Voilà, voilà. Donc le patient n'est pas protégé par ce système-là. Mais le Tout le monde est patient, protégé sauf c'est le le patient. dernier... C'est le dernier... Ah bah c'est le dindon de c'est la le farce. Hein. manquon, le chaînon manquant, en tout cas. Non, le chaînon qui existe, mais dont on se fout réellement. Ah bah, Il c'est un arrive service de en bout santé. de chaîne économique, en fait. Parce Il y qu'on avait une a... analyse qui Ouais. disait le système se préserve très bien lui-même, mais préserve pas les patients. Hein. C'est ça, quoi. Voilà, c'est mon avis très négatif. Bon, mais j'espère que on pourra, si vous voulez, si effectivement, dans notre cas, la causalité entre la prise du médicament et le décès est avérée dans un premier temps. J'espère que ce sera une cornerstone, hein, une pierre angulaire pour aller au-dessus et finalement dénoncer ce système qui est défaillant complètement, quoi, Mais oui, vous bien sûr. savez, en France, on fait tout après les Américains, mais genre 10, Alors, 15, ouais, les Américains sont 20 ans. Alors, écoutez, il y a quand même Mediator et des paquines. Hein.
Oui, La attendez, MSM a été Despakine, condamnée, hein. oui, Despakine, il y a quelques condamnations qu'on compte sur les doigts d'une main, hein. Ouais, Les remboursements qui ont lieu aujourd'hui sont l'argent qui est donné aux oui. victimes, c'est celui de l'État, c'est votre argent, c'est le mien, Oui, c'est oui. celui Ah de bah oui. Julia, de Florian, de Laurent. C'est nous qui Oui, oui. payons les indemnités des victimes. Ça n'est pas Oui, oui. Sanofi, c'est Oui, oui. l'OPRA ou je ne sais plus, l'OPRA. Enfin, ça a un nom. L'Oniam, c'est pas l'Oniam, c'est L'Oniam, pas ça? pardon, merci Ouais, c'est ça, beaucoup de me l'Oniam, rappeler ouais. parce que j'ai un Non, problème non, avec. Et, ouais. et penser, quand on pense comme ça, nous qui sommes parents, hein, même vous qui nous écoutez qui n'êtes pas parents, que, que l'on que l'on néglige la santé de personnes au point qu'ils soient un jour handicapés à vie, hein, je parle de ces enfants, mais aussi au Bah, il y a point même des qu'ils décès, hein, perdent sur la la vie. dépakine, hein. Mais il y a des Oui, décès, oui, bien qui perdent la vie, évidemment. oui. Il y a des décès. Et froidement, en fait, au nom du business, parce que ça n'est que ça, eh bien, on sacrifie des vies. Et pas plus tard qu'hier soir, euh, je vais vous retrouver le prénom, hein, du jeune homme qui m'a hier soir parlé de son handicap et de son cancer, du lymphome qu'il avait attrapé, Ludovic, Mhm. qu'il avait attrapé parce qu'il était paysagiste et que il y a 20 ans, on ne leur avait jamais dit Ah, la ouais. dangerosité de tous ces pesticides. Hein. Mhm. Et au bout du compte, mais Monsanto, Sanofi sont toujours là et continuent de fabriquer ces saloperies. Et on, finalement, regardez le résultat. Je vous parle pour la France. Hein. Qui est indemnisé? Les procès durent des années et des années. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. Les industriels bardés d'avocats et de juristes qui usent de lobbies politiques. Hein. Il y a eu Ah bah, d'excellents oui. films de faits cette année, l'année dernière là-dessus. Je pense à un film où il y a l'excellent Lelouch qui joue dedans, cet acteur. Ouais, Et, c'est quel film? Je connais pas du tout, là. bah, il est avocat, il défend des victimes de Ah, pesticides, hein, je crois. Je suis oui, tombé oui. sur ce film et bon, je ne sais plus D'accord. quel est le nom du film. Peut-être Florian ou Julien vont me le retrouver, mais on voit cet avocat qui, euh, qui bataille pour ces paysans, qui bataille pour ces gens qui ont le cancer, qui vont mourir. Goliath, merci Florian. Et C'est Goliath. Bon, je vous on va conseille regarder. vraiment de regarder ce film parce que Si ça va peut-être nous inspirer. Ouais. mais cet extrait, en fait, c'est inspiré en plus de vraiment de faits réels. Donc vous voyez en plus de fabriquer la mort, le handicap, empoisonner les gens finalement. Je pèse mes mots parce que c'est la réalité. Eh bien, ces groupes Euh, industriels continuent euh, dans l'action judiciaire de faire des tentatives, vous voyez, d'impressionner les gens, de déstabiliser les gens, y compris les avocats, quand ils n'essaient pas de les acheter. Vous voyez. ah Pendant bah, que oui, il y a les des gens s'achètent, hein. Ça, voilà et pendant qu'il y a des c'est un des points, cabinets ça. spécialisés de lobbying qui vont dans les hautes sphères de la politique et des décideurs, vous voyez, voilà, faire tout un tas de choses dont on, je pourrais pas vous dire quoi exactement, mais on peut se douter que cette corruption, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'appelle pas ça du lobbyisme, j'appelle ça de la corruption. À partir, Oui, oui, et puis oui, la corruption va de pair aussi avec un système de déresponsabilisation de tous les acteurs. voilà. Je pense qu'il faut vraiment la responsabilité sur les gens et effectivement aller taper là où ça fait mal, c'est-à-dire que c'est pas la peine de taper sur l'État pour rembourser les victimes, mais il faut taper Non, mais les c'est pas industriels l'État et qui puis est qu'il y ait des peines. responsable. Oui, bien sûr. L'État pourrait euh, être derrière sa Mais ça, c'est justice. difficile. L'État pourrait. Non, l'État pourrait. Je veux dire, aujourd'hui, l'État paye, dans le dossier des Paquines, l'État paye pour, pour Sanofi. Mhm. Au nom de quoi l'État paye? Et l'État, c'est nous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, L'État, il d'accord. fonctionne avec les impôts des Français. Donc, au nom de quoi on doit euh, payer pour Sanofi? Alors, oui, il faut indemniser les victimes. Oui, il faut indemniser tous ces enfants qui ne pourront peut-être pas travailler ou qui auront des. Vous voyez
qui sur ont le une vie Dépakine, particulière. c'est grave, hein, On parle de c'est très grave, hein. centaines de millions d'euros de dédommagement, tellement il y a de victimes en France. Mais bon, ne nous éloignons plus, revenons à Romain. Euh, Aujourd'hui, vous, clairement, vous accusez ces produits et ces médicaments d'avoir fait vriller la tête de votre fils. On est quasi convaincu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est en justice, dans un premier temps, avoir un débat contradictoire qui établisse la vérité. On a compris que de toute façon, alors il y a plusieurs actions qu'on fait en justice. Il y en a une qui est au pénal, qui est en information judiciaire. Donc on a déjà passé un premier cap. Bon, on espère que ça mènera éventuellement à un procès s'il y a besoin. Il y a un deuxième. Notre avocat nous a conseillé de toute façon d'avoir une démarche de conciliation qui est pratiquement nécessaire. Et là, à la conciliation, on a déjà eu le premier meeting, si vous voulez. Donc, vous avez un meeting avec les parties prenantes, hein. Donc, il y avait notre docteur, les psychiatres, les docteurs concernés, leurs avocats, leurs assureurs. Et puis, nous, on était en face. Et puis, avec notre avocat, qui a fini par arriver. Mais... Donc, voilà. Donc, on a eu un premier round. Et ouais, c'est impressionnant, quoi. On, c'est un petit peu le déni et le royaume du mensonge, donc on est à peu près convaincu que de toute façon le débat contradictoire, il faut le porter devant un jury populaire, pas dans on n'aura pas de conciliation. C'est vraisemblablement très Oui, difficile. je vous souhaite, en tout cas, vraiment, Vincent et Yoko, de pouvoir porter le débat devant un jury populaire. Euh, Oui, j'ai- il le mérite et c'est pas que pour nous, Oui, parce que il le Romain ne mérite, mais reviendra pas. est-ce que vous avez l'ombre d'un espoir que ça arrive un jour? Ouais, bah écoutez, si ça arrive Je pas, vous de parle toute d'un tribunal, hein, façon, avec un jury populaire, moi. Je ne vous parle pas de ce qu'on fait ce oui, soir. oui, on a espoir, mais de toute façon, on se battra. Quoi qu'il advienne, même si on perd, on nous fera pas taire. On n'est pas complètement idiots, on a les moyens de communication. Grâce à des gens comme vous, on peut parler aussi. Donc voilà, on se débrouillera. Mais la justice, pour l'instant, on a espoir en la justice, donc on va voir. On a un avocat qui est quand même pas mal. Bon, on essaye ça pour l'instant, oui. Quoi qu'il advienne. On ne Oui. sait pas si on gagnera, on perdra, mais Je vous conseille déjà quand en même parler, faire parallèlement, savoir. voilà, je vous Hmm. conseille en parallèle de Oui, continuer à, à évoquer cela avec des confrères, des consoeurs qui prendront oui, la oui. Bah, mesure c'est de... important, c'est super Parce que important. c'est de la santé de nos enfants et de nous tous, hein, dont on parle ce soir. Là, Romain est mort, hein, mais demain, il y aura d'autres Romains, il y aura d'autres Ah, bon, enfants, il y aura oui. d'autres jeunes gens, et puis des gens peut-être un peu plus âgés, qui aussi se feront du mal à cause de Olivier, ça. si je peux prendre 30 secondes, s'il 30 vous plaît, secondes de parce que je votre dois temps, couper. c'est pour vous dire, oui, oui, c'est pour vous dire que Romain, on fait partie d'une association, la COPAV, et et par ce biais-là, on a rencontré des témoignages directs de parents qui ont perdu leur gamin. Donc des Romains, il y en a plein. C'est euh, c'est pas une histoire extraordinaire, Romain. C'est l'histoire de beaucoup de monde. Voilà. Je conclurai là-dessus. J'ai pris beaucoup de votre temps, Olivier. Je vous en Je prie. vous remercie infiniment. Mais en tout cas, n'oubliez pas de nous tenir au courant et on sera toujours là pour relayer Super. Bah, votre... écoutez, c'est un grand merci alors. D'accord. Et puis merci de ce que vous avez fait ce soir. Ouais. Ok, Je super. vous en prie. Portez-vous bien et nous sommes là. Hein. À Ok, bientôt, Vincent. super, Olivier. À bientôt, Merci, Yoko. Olivier. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.